Le 9 décembre 1981 est assassiné l'agent de la police Daniel Faulkner, alors qu'il enquêtait sur un réseau mafieux de proxénètes et pédophiles auquel auraient été associés certains de ses propres collègues. Le journaliste afrodescendant Mumia Abu-Jamal, connu pour avoir dénoncé, preuve à l'appui, les meurtres systématiques perpétrés par des membres de la police, s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, faisant ainsi un coupable idéal. Il est donc accusé d'avoir tué un policier blanc et 6 mois plus tard, sur la base de faux témoignages, arrachés par le procureur à des témoins menacés et intimidés, il est condamné à mort. En tant que journaliste, il avait dénoncé à plusieurs reprises les violences policières, les meurtres commis par des policiers sur des afrodescendants, juste parce que c'était des afrodescendants. Et de ce fait, il a été la bête à abattre. Pour qu'une mobilisation en fait débouche à long terme, il faut quand même qu'il y ait un leadership de gens qui sont articulés. Et si sans arrêt le leadership est éliminé, c'est clair qu'on fait du surplace. Donc il faut défendre son avant-garde. 4 décennies plus tard, Mumia Abu-Jamal demeure emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Et les meurtres racistes qu'il dénonçait dans les années 70 se sont multipliés à cause de l'impunité qu'il recouvre. Les dossiers, vous pouvez lire des choses du type telle personne en fait est retenue, donc depuis 50 ans, parce que les idées qu'elle professe sont dangereuses. Et les idées ne sont même pas des idées de guerre physique. C'est une question de guerre idéologique entre un ordre inégalitaire et une volonté d'instituer un ordre égalitaire, où tous les êtres humains issus de la même source sont dans une fraternité, si vous voulez. Caméra et caméra. À Money, dans le Mississippi, dans la caméra de nos mémoires, un gosse noir de 14 ans est lynché. Et sa mère décide que sa photo fera le tour du monde, donnant naissance à un deuxième enfant, le mouvement pour les droits civiques. Emmett Till, rest in power. Dans tous les pays d'Amérique, sur tout le continent américain, la situation des afrodescendants, que ce soit dans les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord, la situation des afrodescendants et de quelques survivants indigènes reste particulièrement vulnérable. Aux États-Unis, par exemple, les Noirs, les afrodescendants sont une petite minorité, numériquement parlant, à peu près 12% de la population. Ils sont majoritaires, ils sont particulièrement surreprésentés dans les prisons et notamment dans les couloirs de la mort, où très souvent des Noirs sont maintenus pendant 20 ou 30 ans, condamnés à mort pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Le thème de cette émission ce soir. Prisonniers politiques historiques des USA sont des prisonniers de la guerre pour les droits humains. Leur dossier doit être placé à l'agenda international maintenant, afin qu'un protocole de libération collective soit adopté. 1978, Paris. Lors d'une interview au journal Le Matin, Andrew Young, un proche du révérend Martin Luther King et en même temps le premier ambassadeur africain-américain des USA auprès des Nations Unies, indique qu'il y a des centaines, peut-être même des milliers de prisonniers politiques dans les prisons américaines. Évidemment,
c'était l'époque de l'administration Carter, évidemment, il a été licencié sur le champ. Bon, il le savait en le faisant, hein. C'est pas, voilà, quoi, on prend ses responsabilités. Mais il pensait qu'il fallait absolument faire rompre le silence. Rompre le silence. Philadelphie, autant on a le mouvement If Mumia dies, Fire in the Sky, si vous tuez Mumia, nous allons mettre du feu jusqu'au ciel. Autant on a ce mouvement-là, autant on a l'autre mouvement de l'ordre fraternel, le Ku Klux Klan plus officiel, c'est Mumia en Nous enfer. sommes en plein mouvement Black Lives Matter. Si la vie des Noirs comptait réellement, cela voudrait dire que la vie de Mumia et son héritage devraient avoir une importance. Et la cause pour laquelle il a sacrifié sa vie devrait avoir elle aussi de l'importance. À Aurora, dans le Colorado, des flics blancs que l'on n'a pas inquiétés se photographient à tour de rôle, mimant la mise à mort de leur cible par chokehold militaire. Elijah McClain, rest in power. À Minneapolis, dans le Minnesota, une enfant de 18 ans filme les dernières minutes d'un frère noir que les flics lynchent et vit dans la peur d'avoir osé. George Floyd, rest in power. Julia White avait déjà manifesté son soutien aux militants anti-chlordécone et donc elle nous tient régulièrement informés des actualités de la coalition nationale To Bring Mumia Home, qui signifie pour ramener Mumia à la maison. À Paris, en France, quand l'homme noir proteste qu'il n'a pas d'armes, montrant son portable pour le prouver, il est tabassé de plus belle. Michel Zecler, nous lui rendrons justice. Julia a fait suivre, elle a fait son mieux, elle a fait de son mieux pour recueillir des signatures. C'est pas fermé, elle a continué après même l'événement du 23 à nous adresser les signatures qui seront ajoutées. Et donc je pense que c'est aussi comme ça qu'on construit des ponts et qu'on se soutient même au-delà des frontières, quoi. Donc, à Fort-de-France, Martinique, les flics soucieux de photogénie ont un spray pour nettoyer le bitume du sang qu'ils ont versé, mais ils laissent l'homme se vider. Kéziane Huissier, nous lui rendrons justice. Lorsque j'ai été invité à parler au nom de Mumia, une des premières choses qui m'est venue à l'esprit, c'est le temps qu'il a passé en prison. Combien d'années lui ont été volées en prison, ainsi qu'à sa communauté et ses proches. Ça fait bientôt, je répète, 40 ans que cet homme est dans la prison. Il a été condamné à mort. Son exécution a été suspendue à plusieurs reprises et il est toujours prisonnier pour un délit qu'il n'a pas commis. Je suis très reconnaissante d'avoir cette opportunité d'exprimer une fois de plus mon soutien inconditionnel à Mumia Abu-Jamal. Il a joué un rôle clé dans le processus d'éducation populaire qui nous amène à cette étape charnière que l'on pourrait appeler le siècle et demi d'efforts pour décrypter le caractère systémique du racisme et pour faire avancer les demandes, de faire évoluer les sujets tels que la peine de mort, les prisons, la police. Et donc, il est souhaitable et juste que nous redoublions d'efforts sur ce nouveau terrain pour finalement libérer notre frère et camarade. Avant de terminer, revenir sur l'engagement des sportifs, puisque tout le monde est genou à terre, quoi, en ce moment, quoi. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel on peut faire un tout petit retour.
Pour nous, il y a deux grands moments avant ce genou à terre au niveau des sportifs. Il y a 1967, quand Mohamed Ali dit que je ne vais pas me battre au Vietnam, parce qu'aucun Vietcong ne m'a traité de sale nègre. C'est la première personnalité du pays qui se prononce ouvertement contre la guerre du Vietnam. Et ça va ouvrir le débat. Lui, bien sûr, on le déchoisit de son titre immédiatement, on l'interdit même de ring. Et puis, bon, bah, évidemment, l'histoire tourne. Il était l'avant-garde, l'histoire tourne. Et donc, 2 ans plus tard, bah, on le laissera remonter sur le ring. Et puis, on sait que c'est en 74, en Afrique, qu'il a récupéré son titre mondial à Kinshasa. Ensuite, l'année suivante, c'est l'affaire de John Carlos et de Tommy Smith sur le podium aux Jeux Olympiques de Mexico. Pour les Français, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, c'était Roger Bambuc qui était dans le sprint à l'époque. Voilà. Le pays, à ce moment-là, le Mexique, pas que le Mexique, hein, on est en 68, était en pleine ébullition. Et il y avait eu des centaines de morts au niveau du mouvement étudiant. Et donc, la situation est explosive. Il y a John Carlos et Tommy Smith qui décident de lever le poing. Ils ne lèvent pas seulement le poing, hein. Ils font plusieurs choses. Ils viennent en chaussettes noires. D'ailleurs, ils avaient couru avec des chaussettes noires. Ils enlèvent les chaussures. Ça, c'est pour montrer ce que c'est que la pauvreté des Noirs, quoi. Pas de chaussures. Ils se sont mis un foulard ou un collier autour du cou pour rappeler les lynchages. Ils regardent la terre. Et pendant qu'on est en train de jouer l'hymne, la terre mère, là, sur laquelle on se met à genoux, là, aujourd'hui. On met le genou à terre, sur la terre mère. Bien sûr, ils brandissent le poing avec des gants noirs. Ils en ont acheté une paire, hein. Il y en a un, je vois, c'est la main droite, l'autre, c'est la main gauche. Ce qui signifie clairement le refus radical de la communauté noire de souscrire à cet ordre inégalitaire, raciste, et le fait qu'on soit en totale résistance. Donc c'est ça que ça signifie. À l'époque, il y avait même un autre, le troisième qui était sur le podium, le médaille d'argent. Lui, c'était un blanc d'Australie. Il a été solidaire. Il a mis un macaron, il a été au courant. Il a mis un macaron, il a été solidaire et on ne lui a pas pardonné en Australie. On ne lui a pas pardonné. C'est-à-dire que les Jeux olympiques suivants, alors qu'il avait fait les temps requis, il en a été exclu. Et quand il y a eu des Jeux en 2000 en Australie, il n'a pas été invité. Et ce monsieur-là est mort, Peter Norman, en 2006, et Carlos et Smith ont pris leur avion, sont allés en Australie, et c'est eux qui ont porté le cercueil. Bon, Carlos et Smith, bien sûr, après ce coup d'éclat, d'abord, on leur a dit dans les 2 jours qu'il faut qu'ils quittent la délégation américaine, qu'ils quittent. Ils n'avaient pas un centime, ils erraient dans Mexico, ils n'avaient pas un centime. C'est leurs femmes qui ont trouvé l'argent pour venir les récupérer. Ils étaient clochardisés, quoi. Du jour au lendemain, ils venaient de gagner médaille d'or, médaille de bronze, du jour au lendemain. Quand ils ont levé le poing, mais la délégation américaine était hystérique, Blanche était hystérique. Les responsables, les officiels du moins. Parce qu'au niveau de l'équipe, il y en a qui disaient que bon, on laisse, enfin, c'était partagé au niveau de l'équipe. Même dans les Blancs, il y en a qui soutenaient, c'était partagé. Au niveau des responsables, et des supporters, c'était l'hystérie. On sifflait, on voulait leur faire la peau. Ils sont rentrés, ils ont été ciblés, ils se sont retrouvés avec des croix du Ku Klux Klan devant la porte. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, il y a donc, je ne sais plus, il y a quelques années, à un moment, on faisait encore des militantismes, imaginez, militantisme, pour que les mairies aux États-Unis ne donnent pas leurs locaux pour que les gens du Ku Klux Klan puissent s'habiller. Parce qu'avec leur défilé du clan, il y a un endroit, souvent ils demandaient un local pour faire vestiaire, pour venir prendre leur tenue, et on était obligé de militer pour empêcher que les mairies collaborent à ça. Donc, pour vous dire comment on est dedans, quoi. On n'est pas dans des choses anciennes, on est dedans. Voilà maintenant, donc on a parlé de Carlos et Smith, maintenant, ben voilà, on est avec Colin Kaepernick qui met le genou à terre et qui dit que je ne peux pas respecter un drapeau, le drapeau d'un pays, je ne peux pas être fier du drapeau d'un pays qui opprime les Noirs. Voilà, c'est aussi clair que ça. Et tout de suite, il est foutu à la porte.
Mais Nike le récupère aussi sec. Et vu la tournure des événements, 2 ans après, Nike le récupère. Et la valeur des actions de Nike à la bourse de Wall Street s'envole. Du coup, la Ligue de football se dit que on a peut-être dégagé un peu vite et fait son mea culpa. Et ce qui est intéressant dans ce genou à terre, c'est qu'en fait, c'est le genou à terre de Martin Luther King en 65 à Selma. Et c'est très intéressant parce que ce genou à terre veut dire beaucoup de choses. Et je le répète, genou à la terre-mère, à qui on renvoie le jugement. Voilà. C'est pour le petit historique par rapport à cette continuité. Mais bien sûr, la situation des sportifs est très différente. Les sportifs étaient des miséreux il y a 60 ans. Aujourd'hui, il y a des millionnaires et il y en a un certain nombre qui investissent dans la communauté et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. On a besoin de sortir de cette matrice, déjà intellectuellement par les écoles et bien sûr avec une économie qui alternative. Parce que c'est vraiment un enfermement psychologique dans lequel les gens se trouvent, quoi. À Philadelphie, en Pennsylvanie, à l'heure où les portables n'existaient pas, une panthère noire notait sur calepin avec son crayon les noms et matricules des flics qui brutalisaient ses frères à l'ombre de l'impunité. Ces mêmes flics ont envoyé arbitrairement le journaliste de la sous-veillance à l'ombre, dans l'espoir de le faire exécuter. Mumia Abu-Jamal. Avons-nous le temps de dévancer le virus qui explose dans les geôles américaines pour ramener Mumia chez lui? La caméra de notre histoire est entre nos mains, elle est déclenchée.